merci de nous accueillir dans cette grande salle. Merci à Antoine Compagnon d'avoir bien voulu organiser, en fait, avec une équipe composée de plusieurs de nos collaborateurs, Madame Fabre, Monsieur Solinas, et puis la petite équipe du CNRS installée à l'école normale pour mettre sur pied ce colloque assez ambitieux, mais dont vous avez retrouvé en quelque sorte le germe dans le texte que vous avez lu. En effet, c'est une des préoccupations qui m'est venue relativement tard, après que j'ai consacré tant de travaux à la rhétorique. Mais c'est un art de la paix par excellence, la rhétorique. C'est le moment, c'est l'art de trouver un moyen terme, c'est l'art de trouver un compromis, c'est l'art de mettre fin à un conflit, de surmonter des malentendus. C'est un art qu'on a, à mon avis, trop oublié et dont, je crois, l'Europe, effectivement, de la diplomatie, l'Europe pacifiste a bénéficié. Alors, il y a des raisons personnelles, si j'ose dire, et même autobiographiques, à cet intérêt qui m'est apparu peu à peu, mais qui s'imposait à moi de plus en plus violemment. C'est que, en fait, ni dans ma famille, ni moi-même, nous n'avons jamais souffert de la guerre. C'est un hasard, c'est très rare, et au fond, j'ai toujours éprouvé une sorte de gêne, une sorte de remords d'avoir été si protégé et d'avoir une famille si protégée. J'ai même été pendant un certain temps en Algérie au moment où la France était en guerre, littéralement, et la plus violente des guerres, d'ailleurs, puisque c'était une guerre de guérilla. Mais il s'est trouvé que je n'ai absolument pas perçu que j'étais dans un monde en guerre, j'étais dans un endroit parfaitement paisible, et je suis revenu en France sans l'expérience de la violence. Alors il me semble que c'est une dette, si vous voulez, que j'éprouve vis-à-vis de tous ceux, de toutes celles qui ont souffert le martyre de la guerre, soit dans les rangs des armées, soit dans les rangs des civils, et il m'a semblé qu'il faudrait qu'un jour ou l'autre, je fasse quelque chose pour aider à ce que la paix l'emporte sur la guerre. Alors, j'ai aussi remarqué que, à partir du moment où mon intérêt a été capturé par ce grand topos, ce grand lieu commun de la guerre et de la paix, qu'il y a beaucoup plus de livres sur la guerre qu'il n'y en a sur la paix. J'ai découvert récemment le grand livre de Keiwa qui s'intitule Bellone, qui est publié en 1963, qui est un vrai chef-d'œuvre, mais auparavant j'avais fréquenté de près le grand livre d'Aron sur guerre et paix entre les nations, et puis également je ne pouvais pas ne pas avoir été passionné dans mes jeunes années par les thèses de Georges Dumézil sur les trois fonctions, dont une, effectivement, est la fonction de Mars, la fonction du guerrier, par opposition à celle du souverain sacré, Jupiter, ou du producteur-reproducteur, le Quirinus, le tiers-état, si vous voulez, dans la nomenclature de la monarchie féodale. Et il m'a semblé que l'œuvre de Girard, consacrée justement à analyser les ressorts de la violence ou les ressorts de ce qui se cache derrière la sécurité, la paix ou l'apparente confraternité, était également une contribution très forte à la compréhension du phénomène de la guerre. Par ailleurs, je ne pouvais pas ne pas être frappé par le fait que, aussi bien la rhétorique que les humanités en général, au sens beaucoup plus large encore, les lettres, les arts, ont une sorte de pacte d'origine avec l'état de paix de la société dans laquelle elles apparaissent.
Et s'il y a un auteur qui a mis en évidence ce lien étroit entre l'état de paix et l'éclat des arts, des lettres et probablement aussi des sciences, mais le cas des sciences est un peu différent parce que on a souvent soutenu que les sciences avaient pris un essor particulièrement brillant avec les techniques d'ailleurs pendant les périodes de guerre. Donc il y a là une équivoque ou une ambiguïté qu'il faudrait un jour dégager et analyser. En tout cas, pour les humanités, il est clair que Erasme a à jamais, si j'ose dire, dans ses écrits nombreux sur la paix, et en particulier sur le plus brillant de tous qu'il a adressé à tous les souverains d'Europe, la Querela Pacis, il a montré que les arts, les lettres, la civilisation, les mœurs civilisées, les agréments de la vie, le bonheur même de se trouver au monde étaient liés à l'état de paix, l'état fécond, par opposition à l'état de guerre, état destructeur, stérilisant et menaçant pour l'existence même d'artistes, d'écrivains, de poètes, de musiciens et autres figures de l'esprit. Donc ce thème de la paix comme un des oxygènes de l'humanisme au sens érasmien du terme n'a pas moins trouvé à partir du XIXe siècle surtout, mais déjà à la fin du XVIIIe avec le grand théoricien Guibert de la guerre à la fin du règne de Louis XVI, a trouvé des célébrants, il a trouvé des exaltateurs. Et dans le livre de Keiwa, nous en reparlerons parce que ce thème va apparaître dans le colloque un peu plus tard, Keiwa fait bien remarquer qu'il y a deux grands moments dans l'histoire de la guerre. C'est le moment, au fond, qui s'achève et qui se culmine au XVIIIe siècle dans une sorte de contrôle de la guerre, le siècle des petites guerres, le siècle des escarmouches, le siècle des innombrables traités de paix et traités de négociation, et puis, avec la Révolution française, avec l'appel aux masses, en quelque sorte, à la levée en masse, le lien entre la conception de la citoyenneté et l'idée de sacrifice à offrir sur le champ de bataille pour sauver la sécurité de la nation, mais aussi pour transporter au loin les idées fécondes de la démocratie. Là, on commence, avec évidemment des révolutions technologiques de plus en plus fréquentes et de plus en plus impressionnantes, on commence l'ère moderne de la guerre, et commence aussi, jusque dans le monde des lettres et des arts, une certaine fascination pour la guerre, une sorte d'exaltation, qu'est-ce qui est mystique de la guerre comme capable de régénérer le monde, de détruire en même temps, de permettre cette table rase sur laquelle va être construite une société plus parfaite, une sorte d'utopie que le vieux monde, en quelque sorte, n'avait pas pu réaliser. Alors évidemment, la pensée de Nietzsche a joué un rôle considérable dans cette direction, mais on peut penser aussi à quelqu'un comme Junger, qui a écrit des textes sur la Première Guerre mondiale, qui ont eu énormément d'influence et qui sont des textes extatiques pour l'état de guerre et pour la virilité, en quelque sorte, exaltée que cet état de guerre peut porter à ces moments les plus je dirais, mystiques. Cette mystique de la guerre, c'est un des grands périls qui sont apparus avec la nouvelle époque de la guerre. Et donc, je crois que c'est là aussi un aspect de la question qu'il faudrait, et que nous allons d'ailleurs aborder. Donc je ne veux pas m'étendre davantage, j'ai posé quelques jalons, j'ai esquissé
une petite problématique. Je n'ai pas esquissé une méthodologie comme je l'aurais dû, paraît-il, le faire lorsque nous avons présenté, Antoine Compagnon et moi, au Conseil de l'Europe, un projet d'ERC sur la guerre et la paix. On nous a dit, vous n'avez pas une méthodologie assez poussée. Comme si un sujet pareil ne devait pas engendrer sa méthodologie au fur et à mesure que nous l'étudierions. Donc aujourd'hui, non seulement nous faisons les premiers pas dans cette étude que nous faisons sans l'aide de l'Europe, mais nous posons aussi les premiers jalons d'une éventuelle méthodologie qui nous apparaîtra au fur et à mesure que nous avancerons. Alors je n'en dirai pas davantage et je veux donner la parole à mon confrère du collège, John Scheid, qui va nous parler naturellement d'un moment particulièrement archétypal, si j'ose dire, de la paix, des arts de la paix et de la civilisation en général, c'est-à-dire Auguste et la paix.